bienvenue. Aujourd'hui, le premier jour du défi 7 jours 7 vidéos. Ça faisait un moment que j'avais pas fait ça, et quoi de mieux que 7 jours pour parler des 7 péchés capitaux. Alors on va pas parler de religion, mais on va plutôt parler de rituels. Et ce sont les rituels de l'école que nous allons aborder aujourd'hui. Est-ce que la loi des 10 000 heures, ça vous parle? La loi des 10 000 heures, c'est tout simplement la loi qui dit que pour accéder à un niveau d'excellence dans n'importe quel sujet, il suffit de simplement pratiquer 10 000 heures. La plupart des athlètes, la plupart des sportifs que vous connaissez qui sont au top de leur niveau, eh bien ce sont des personnes qui ont pratiqué au minimum 10 000 heures. Je pense à Mozart, je pense à tous ces génies qui ont pratiqué depuis très tôt un art, leur domaine, et qui ont atteint un niveau prodigieux. Eh bien toutes ces personnes, elles ont pratiqué 10 000 heures dans leur domaine. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que les amis, tous là, autant que l'on est, vous, moi, vos proches, tout le monde, eh bien il y a une activité que l'on a tous fait, que l'on a tous pratiqué, plus de 10 000 heures. On l'a même pratiqué 19 000 heures. Cette activité-là, c'est quoi? C'est aller à l'école. C'est être dans une classe et participer à l'éducation scolaire. 19 000 heures à l'école quand même. Eh bien, qu'est-ce qu'on a retenu de ces 19 000 heures? Est-ce qu'on est devenu très fort dans un domaine en particulier? Eh bien non, parce que voilà, l'école nous a appris plein de choses différentes, etc. C'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a retenu de ces 19 000 heures? Le théorème d'Al-Kashi, ça vous parle? Quand est-ce que c'était la période du Crétacé tertiaire? Si vous ne le savez pas, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème à ça et c'est même pas choquant du tout. Dans les sciences du cerveau, il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire implicite et la mémoire explicite. La mémoire explicite, c'est la mémoire des choses dont on sait que l'on se souvient. Et la mémoire implicite, c'est les choses dont on se rappelle sans vraiment en avoir conscience. Un exemple, pour la mémoire explicite, c'est ce dont on se rappelle consciemment, par exemple se rappeler des chiffres, de dates, se rappeler de noms de personnes, tout ça c'est la mémoire explicite, celle qui peut se parler, celle dont on est conscient. Et l'exemple de mémoire implicite, c'est par exemple savoir faire du vélo. On ne peut pas dire comment on fait du vélo, par contre notre corps, après 10 ans, même après 20 ans, eh bien, il sait lui-même se mouvoir pour avancer sur un vélo. Une bonne histoire de ça, c'est l'histoire de l'amnésique et de la punaise. Lors d'une étude dans laquelle on a mis un amnésique dans une pièce, eh bien, on a demandé à un présentateur d'aller dire bonjour et de serrer la main à cette personne amnésique. Et sauf que l'animateur, il avait une punaise dans la main. Et donc lorsqu'il a serré la main à l'amnésique a un peu sursauté, voilà, il s'est senti un petit peu lésé. Et quelques heures plus tard, on a refait la même étude, la même personne est rentrée dans la pièce, toujours avec une punaise dans la main. La personne avance vers l'amnésique. La personne amnésique le regarde, ne se rappelle pas de cette personne-là, lui tend la main en retour, et au dernier moment, elle va s'arrêter, elle va se braquer, et elle va lui dire t'es bizarre toi, t'as un truc bizarre, t'as un truc dans la main, non? Et l'amnésique, c'était ni souvenu de la personne, ni souvenu de quoi que ce soit, mais son corps s'était rappelé qu'il y avait là un danger. Donc ça, c'est pour illustrer en gros la différence entre la mémoire implicite et la mémoire explicite. Et pour simplement interpréter la raison pour laquelle on ne se souvient pas de grand-chose consciemment de ce qu'on a appris à l'école. Par contre, croyez-moi qu'il y a un tas de choses que l'on a apprises implicitement. Et c'est de ça dont on va parler donc cette semaine, à commencer par la première vidéo du jour, le premier péché capital de l'école, l'addiction à la note. À l'école, on te donne une leçon, puis ensuite, il y a un test. Dans la vie, on te donne un test qui t'enseigne une leçon. On pourrait se dire que noter pour évaluer, il n'y a rien de mal, c'est même important pour savoir où est le niveau de l'élève, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas l'évaluation le problème, c'est la note. Et j'irai même plus loin, c'est pas vraiment la note, mais plutôt l'addiction à la note. Il y a une phrase de Charles Goodhart qui dit « Lorsque la mesure devient l'objectif, elle cesse de devenir fiable ». À l'école, on te teste pour vérifier ton niveau dans un chapitre, dans un domaine précis. Et lorsqu'on se pose la question de quelles sont les autres manières de faire, on pourrait y trouver plein d'autres manières. On peut regarder les vidéos de Marie Couder
sur YouTube qui sont très intéressantes là-dessus. C'est une prof qui vulgarise les techniques de notes, d'évaluation, d'enseignement. Mais pour résumer, la note, on peut voir que c'est qu'un moyen assez pauvre d'évaluer notre performance. Et c'est la performance qu'elle évalue. Elle n'évalue pas réellement le niveau. Et quelle performance elle évalue? Elle évalue une performance momentanée. Donc elle va évaluer est-ce qu'on s'est rappelé des choses de manière explicite et elle n'évalue pas réellement l'apprentissage profond. Et quand Charles Goodhart nous dit que quand la mesure devient l'objectif, eh bien elle cesse d'être fiable, le seul apprentissage qui est vérifié grâce à la note, c'est si on est capable d'avoir une bonne note. C'est ça que teste la note. Or, si on veut évaluer réellement le niveau d'un élève, il y a plein d'autres indicateurs qui ne sont pas unidimensionnels, qui ne sont pas linéaires, donc de 0 à 20, comme la note, pour tester le niveau d'un élève. Et pour ça, un bon exemple, c'est l'exemple du permis. L'exemple justement de test du permis, donc avec un examinateur qui est là, qui vérifie sur plusieurs dimensions le niveau de l'élève, eh bien ça c'est réellement un test. Donc ça c'est pour l'évaluation. L'évaluation quand elle est nécessaire. Mais le problème, c'est qu'à l'école, l'évaluation n'est pas tout le temps nécessaire. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans la nature, si c'est le jeu et pas la note qui a été sélectionnée par l'évolution, c'est pas pour rien. Lorsqu'on voit deux lionceaux jouer devant leur mère, c'est pas pour derrière aller dire à leur maman, maman, regarde, ce que j'ai 8 sur 10 là ou pas, sur comment est-ce que j'ai mordu l'oreille, c'était bien ou pas? Dans la nature, le but du jeu, c'est de gagner, c'est de résoudre un problème. À l'école, le but du jeu, c'est d'avoir une bonne note. Et l'objectif de la note, c'est d'être jugé. Donc à l'école, tout ce qu'on a fait, c'est apprendre à lier l'apprentissage au jugement extérieur. Et ça nous amène au dernier point de cette vidéo, un point un peu plus philosophique. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire qui m'arrive chaque année. Cette année, j'ai eu un élève, on lui a donné le prénom de Mehdi. Et Mehdi, au début de l'année, il était assez stressé, parce qu'il avait des mauvaises notes. Il avait des mauvaises notes, pourtant il aimait bien les mathématiques, et lorsqu'on a commencé, il était un peu anxieux de travailler parce qu'il avait en mémoire toutes les mauvaises notes qu'il avait eues jusque-là. Et la toute première leçon que je lui ai transmise à ce moment-là, c'est généralement la toute première que je donne à mes élèves en tout début d'année, c'est la suivante, c'est que il faut décorréler notre niveau de la note que l'on a. On peut avoir une très bonne note et pourtant avoir eu juste de la chance ou alors avoir triché. Et on peut avoir une très mauvaise note sans avoir eu beaucoup de bol ou alors en étant trop stressé pendant le contrôle pour pouvoir avoir toutes ses capacités en main. Et généralement, cette première leçon, donc de décorréler ces résultats de la note, c'est quelque chose qui est bien compris des élèves. C'est quelque chose qui va vraiment les apaiser. Très souvent, je vois un avant et un après cette leçon-là. Donc Mehdi se sent beaucoup plus tranquille, plus apaisé. Et les mois passent, les semaines passent de travail et son niveau s'améliore. Les notes augmentent et sa confiance en lui augmente aussi. Et arrivé à cette période-là de l'année, à peu près à la fin de l'hiver, au début du printemps, on voit les bonnes notes, même les très bonnes notes, fleurir. Et généralement, c'est là que l'on arrive à la seconde étape de cette leçon, l'étape la plus difficile. Parce que souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les élèves redeviennent à nouveau stressés par les notes, même si les résultats se sont améliorés. Et je pose la question à Mehdi, je lui demande pourquoi est-ce que là tu te sens mal, tu te sens tendu, alors que tu as de bonnes notes en ce moment, et que tu es en train de travailler, donc t'as pas de raison d'être stressé. Et sa réponse, bon, j'y suis habitué, mais au départ, découvrir la raison pour laquelle ils sont stressés à cette période-là de l'année, alors qu'ils ont des bonnes notes, eh bien, cette raison m'avait un peu étonné. Ce qu'il m'a dit, c'est que, en fait, j'ai peur de ne pas avoir une bonne note. Je stresse de voir mes résultats baisser, quoi. Et c'est là où il y a quelque chose à méditer. Parce que autant une note peut être une vraie motivation positive pour se motiver à travailler et progresser, mais même là, très souvent, la note, cet indicatif d'évaluation assez pauvre, unidimensionnel, eh bien il donne souvent lieu au syndrome du premier de la classe. C'est un élève qui a peur d'avoir 18 sur 20 au lieu de 20 sur 20. Et en fait, la deuxième leçon que les élèves apprennent à ce moment-là, ok, ils ont des bonnes notes. Maintenant qu'ils ont vu qu'ils étaient capables de progresser, eh bien, il faut se détacher réellement de ça. Que la note est absurde par définition et qu'elle ne doit pas avoir d'influence sur notre monde intérieur. Et il est là le point philosophique, c'est que pendant toutes ces années à l'école, lors de ces 19 000 heures passées dans ces bancs, on s'est habitué à une chose.
on s'est habitué à déplacer notre source de récompense à l'extérieur de soi. C'est-à-dire que lors d'un travail, lors d'un effort, on s'attend à ce que la récompense vienne de l'extérieur. Ce qui est à vrai dire très dangereux. Et à deux aspects. Premier aspect, on l'a vu, c'est que ça peut nous faire perdre nos moyens. Si le niveau de stress est plus élevé que notre niveau de confiance, même si notre niveau de compétence et de connaissance est élevé, si le niveau de stress est trop haut, on ne pourra pas faire grand-chose. Et ça, c'est assez connu. Des personnes qui montent sur scène, qui connaissent leur sujet au bout des doigts, lorsqu'ils doivent prendre la parole en public, eh bien le stress du jugement de ses pairs, eh bien prend le dessus. Et on a l'impression que, en fait, on connaît plus rien, quoi. Et que tout ce que l'on savait, eh bien s'est évaporé. Et c'est exactement ça. C'est exactement pour ça que c'est dangereux d'associer son effort, sa récompense pour son effort, à quelque chose d'extérieur. Donc ça pour le premier point. Et pour le deuxième point, ça devient dangereux même dans une échelle non scolaire, dans sa vie normale, dans sa vie de tous les jours. Alors, vous me direz, en tant qu'adulte, on n'est pas vraiment exposé à la note, donc ça ne nous concerne pas vraiment, et c'est vrai. Dans notre travail, souvent, voilà, on n'est pas vraiment noté. On n'est pas noté, mais par contre, on est jugé. Et c'est ça le problème, c'est que si on s'est habitué à déplacer, à sortir de soi cette source de récompense par rapport à nos efforts, eh bien, on devient beaucoup plus vulnérable au jugement de l'extérieur, justement. Et c'est ce qui fait que, bon, pour les créateurs de contenu, ça ils le sauront, mais dans les réseaux sociaux, le fait qu'on soit tous un peu sensibles aux likes, aux personnes qui nous valident à travers notre compte sur les réseaux, eh bien, tout ça, je pense sincèrement que ça a à voir avec cette addiction à la note que nous avons appris tous et toutes implicitement pendant ces 19 000 heures à l'école. Voilà tous les amis, ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Demain, on parlera de la créativité et du fait qu'elle a été rendue exceptionnelle au lieu d'être la norme. Et puis voilà, prenez soin de vous et à demain pour la suite des événements.